Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire donc un petit point swing ensemble. On va parler de pas mal de chez pas mal de choses. Ça risque d'être un peu long ce matin. Les cryptos, j'ai essayé donc d'alléger en parlant de ça hier. Je vais faire donc une redite très rapide de mes points de vue pour l'instant. Je ne suis pas surpris donc de voir mon pote l'Ethereum continuer de monter. Donc j'ai pris des achats, petits achats hier, Ethereum et Ripple. Oui, j'ai pris du Ripple. Alors c'est pas non plus l'achat du siècle sur Ripple, et c'est surtout que ce sera mon seul achat. C'est-à-dire que Ripple, quoi qu'il arrive, je ne renforcerai pas, je n'en prendrai pas plus, ni moins, ni machin. Voilà. Bref, ça je garde horizon 1 à 2 ans sur Ripple, et voilà. Ethereum, c'est une chose différente que je vais mettre en place ici. À savoir, tout dépend ce qu'on va réussir à faire. Si on réussit à casser le momentum baissier ici, faire un nouveau plus haut, là ça va devenir assez intéressant, mais je ne pense pas pour autant qu'il faudra considérer ça comme une victoire immédiate. Toujours pour les raisons que je vous ai dit. Il me semble clairement identifiable ce système en 5 vagues impulsives à la baisse. Ça ne correspond donc pas avec une structure de baisse complète, donc je pense qu'on n'a qu'une première vague, qu'on risque d'en coller une deuxième pour venir chercher des prix très attractifs vers la zone des 150, voire peut-être même 140, là cette grosse zone de volume. Il est possible qu'on aille là plus tard, donc pour moi il y aura une gestion du risque à faire si vous prenez des achats Ethereum, sauf si vous prenez des tout petits montants comme moi, c'est-à-dire moi je prends 10% de capital là, et évidemment j'en reprendrai une saucée ici, après, derrière. Je ne ferai pas de gestion du risque ici, parce que c'est un buy and hold. C'est-à-dire qu'une fois arrivé ici, je vais mettre ce trade à BE, d'accord, et si ça retombe et qu'on casse, je rachèterai en dessous. Ok. La seule gestion du risque que je ferai ici sera donc une mise à break-even. Donc j'achète dans un contexte 4 heures sur le canal de tendance daily que vous voyez là pour espérer un putain de breakout de cette zone là. C'est-à-dire là il y a une accumulation, là il y a une tendance qui se met en place sur Ethereum. Là où sur Bitcoin on a fait oh le canal de résistance daily, non on s'en bat les couilles et donc ici on se tape une conso à venir sur Bitcoin. Est-ce que la conso est finie sur Bitcoin? Je pense clairement que non. Raison pour laquelle donc je n'achète pas de Bitcoin pour l'instant. Mais Bitcoin, ce qu'il fera dans la zone, je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, il semble éventuellement essayer de former son support en triangle. Donc je le laisse. Lui, sur les prix de vente, il m'intéresse toujours plus bas. Donc je maintiens les ventes Bitcoin alors que je maintiens les achats Ethereum et Ripple. Voilà le biais que j'ai pour l'instant sur cette semaine crypto. Sur les marchés classiques, alors là c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans ce type de contexte de marché, à savoir hésitation à plat. Je vois bien que le marché veut rebondir, mais il n'y a absolument rien qui soutient le rebond si ce n'est des espoirs. Là, on attend d'une semaine Banque centrale, les minutes de la Fed, on attend des bonnes nouvelles, des idées, des chemins qui mènent vers toujours plus de stimulus monétaire pour évidemment compenser les choses pas bien bandantes qui se trouvent toujours à côté. Donc, toujours le paradigme, hein, en gros, dès que ça va pas bien, tout de suite les banques centrales arrivent, sauvent le marché, mais si le marché n'arrive pas à être sauvé, c'est la merde, parce que du coup les banques centrales ont commencé à avancer et elles n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Autrement dit, il y a plutôt intérêt à ce que les risques ne se manifestent pas, à ce qu'on trouve un deal entre les Américains et les Chinois et que la croissance reparte partout magiquement, parce que si ça continue de se tasser et que tout simplement la guerre économique continue de faire rage, au bout d'un moment ça va taper les ricains et évidemment eux ne peuvent rien absorber du tout en termes de baisse, étant donné les leviers de la population. Toujours pareil, je rappelle l'économie capitaliste américaine. Elle est que dès que ça chipote un peu avec les actions, c'est la même merde et ça touche très vite au portefeuille des ménages qui baissent immédiatement leur niveau de consommation, qui font immédiatement baisser la croissance. Et bref, voilà, ils savent très bien de toute façon que si la mécanique s'enraye, ça sent très mauvais. Et ils ont tout fait pour l'instant. Hein. Donc là, on a stimulus monétaire, stimulus fiscal. Autrement dit, si en stimulus, ça marche pas, on va devoir se taper malheureusement, encore une fois, les ralentissements économiques habituels. Donc, moi, je mise sur ça, j'ai tort, j'ai raison, on verra plus tard. Pour l'instant, je cherche des structures qui peuvent cadrer ce que je vois là.
Alors évidemment, ça sent la bonne vieille lessiveuse, hein, donc là, plus de consolidation, on traverse le range parce qu'il est mature, et on essaye de faire mumus, borne haute, borne basse. La seule vente à rechercher pour moi se trouve dans la zone dans laquelle on est actuellement, sauf qu'il n'y a aucun pré-signal. On est pour l'instant bloqué par cette target qui nous bloque jusqu'à 2-3 jours. Donc normalement, si on déborde cette target sans les 40 bougies, normalement, c'est plutôt mal barré. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on aurait éventuellement réactivation de la tendance haussière. Alors pourquoi ça, franchement, il faudrait quand même m'expliquer, parce que là, il n'y a rien de bandant. Moi, je pense qu'on va bloquer ici. Donc je pense qu'il y a une petite vente éventuellement en début de semaine, très timide, par la protection octroyée par ces trucs-là, dans le contexte vendeur. Le range, malheureusement, n'est pas vendeur, puisque ici, on a des creux et sommets pour l'instant comme ça. Donc soit ici, on forme un creux, et dans ce cas-là, un sommet, pardon, et on aura une structure en contraction, d'accord. Soit ici, c'est le schéma creux ascendant égal, on monte pour faire des résistances descendantes. Donc dans ce cas-là, on aura une zone à viser, je sais pas, par là. On pourra identifier les résistances plus tard dans la semaine. Il faudrait déjà réussir à passer cette zone, qui me semble sérieusement compliquée. C'est-à-dire que là, ici, moi, je vais regarder clairement les signaux horaires. Hein, on est bien dans le contexte en horaire et on est bien sur la target. Ici, si j'ai un triangle, je short. Si j'ai un signal vendeur, je short. Je ne veux pas des signaux bears, hein, là on est bien d'accord. Ce que j'aimerais bien retrouver ici, c'est des signaux de type effectivement TP, exit, de la divergence, ça me plairait bien. Genre par exemple, là si on peut faire en début de semaine un truc comme ça me plairait beaucoup. Pour enfiler une vague de baisse, venir tester encore une fois la médiane du range, et ici, soit on forme un support, et on va chercher la deuxième zone en fin de semaine, soit on ne forme pas de support, retour en bas de range, accumulation, et breakout. D'accord? Il faut bien que vous compreniez que là, le range est mature. On a eu les deux carrés dans le sens opposé, donc normalement, vous pouvez clairement borner ce range. Problème, moi ici, ce range ressemble à rien. Hein, sans voir ça, hein, c'est-à-dire à ce stade-là, en regardant juste ça, voilà, moi ce range ressemble à... Voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça? J'en sais rien. C'est pourquoi, en fin de semaine, j'ai foutu mes bornes de range et je me suis dit, j'attendrai tranquillement de voir comment on réagit en atteignant ces dites bornes. Je pourrais très bien faire ça également, c'est-à-dire mettre les bornes de range ici. C'est d'ailleurs sincèrement ce qui me semblerait être le plus logique à faire. Normalement, le range, on est supposé prendre les bornes extrêmes. Donc là, on a coté ça au plus bas, on a coté ça au plus haut. Théoriquement, on est en train d'hésiter entre les deux. Bref, quoi qu'il en soit, moi ici, ça reste logique. On a bien les contextes résistants, les bornes de range. Moi, à votre place, j'attendrai de traiter cette zone gentiment. Si elle ne réagit pas ou pas de signaux, bah dans ce cas-là, essayez de choper une zone en débordement plus tard dans la semaine. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille être je pense pas qu'il faille être acheteur des indices. Pour l'instant, sous résistance. Voilà. Alors, sur des pullbacks, pour ceux qui sont chauds et qui ont un biais acheteur, oui. Moi, j'ai un biais vendeur. Je ne sais pas quelle structure de range on va proposer. J'identifie bien une impulsion haussière, une deuxième, deux impulsions baissières. J'ai plutôt envie de dire que le triangle, ça sent quand même plutôt ce genre de structure. Donc, ce serait plutôt une semaine complètement hésitante et éventuellement les catalyseurs Fed. Alors, c'est pas la Fed, hein, mais voilà, il va y avoir des speakers de la Fed, on va avoir les minutes. Donc, il va quand même y avoir des choses. C'est une semaine plus remplie que la semaine passée. Et donc, je pense qu'on peut avoir des choses. Mais il me semble qu'un repli en début de semaine, c'est quand même la thématique la plus probable. En hebdomadaire, voilà ce que ça nous donne. Deux mèches basses, hein, donc évidemment, comme je vous dis, on tente le coup. Hein, mais moi, je pense plutôt qu'ici, la structure va être un triangle, à savoir, on va peut-être essayer de casser légèrement le plus haut hebdo de la semaine passée, histoire de, mais voilà, il faut bien être conscient que dans cette zone-là, moi je pense qu'on fait des inside bars, enfin en gros, on ne donne pas de direction, mais on garde quand même un flux baissier, hein, c'est-à-dire que malgré tout, les 3 semaines sont baissières, c'est pas parce qu'on tente de save the dip, comme je l'ai dit, c'est quand on cassera ces plus bas hebdomadaires qu'on se dirigera après vers l'ouverture des différentes target swing, qui sont bien plus ambitieuses et qui nécessitent évidemment des dégradations. Enfin, bref, c'est ici que les dégradations vont se mettre en place. Voilà. Là, si les marchés chutent, les gens se finissent ruinés et évidemment vont serrer la ceinture, ce qui va mécaniquement tirer la croissance en bas et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, je reste toujours moi dans ces schémas-là. Il n'y a pas de raison pour ma part de changer. Le VIX reste toujours pour ma part lui aussi dans un schéma ascendant. Alors comme d'hab, hein, là ils essayent de sauver le truc. Mais quoi qu'il en soit, ici on a toujours des creux et sommets ascendants et je pense que nous allons sortir par le haut de cette zone-là. Donc pour moi, il y a encore
une target à venir viser vers la zone des 30. Évidemment, à 30, la volate, c'est mauvais. Mais on a une expiration et un rollover cette semaine. Donc, évidemment, le principe est de réussir à save the fucking dip pour essayer d'aller clôturer l'expiration au plus bas. Maintenant, je pense qu'on ira difficilement plus loin que les 15. Autrement dit, à 15, la volate, elle va être rachetée. 15, je vous rappelle, c'est la moyenne historique du contrat de volatilité. Donc, à 15, à mon avis, ça va être payé, ce qui veut dire qu'ici, on aura eu une consolidation complexe, deux vagues d'impulsion, ça remonte en deux vagues, et on recolle deux vagues d'impulsion à la baisse. D'accord? Autrement dit, ici, on était mature pour y aller, mais non, on va quand même ranger un petit peu. On a la clôture mensuelle du contrat. On va essayer de permettre à ceux qui ont shorté massivement ces contrats d'éviter de se faire péter la gueule. Donc, comme d'hab, hein, save the deep, on calme la tempête. Mais attention, la tempête, pour moi, elle est toujours à l'horizon et je ne vois rien du tout qui la contre-indique. Donc je maintiens mes ventes swing, bien entendu. Est-ce que je renforce? Peut-être dans les prochaines heures, mais je renforcerai gentiment, à savoir des 15-20% sur les tailles de position, pas plus. Et si ça passe pas, je garderai un peu plus haut. C'est-à-dire que je n'hésiterai pas à déclencher des stop-loss sur ces positions s'il faut le faire. D'un point de vue européen, c'est là où ça me paraît un peu plus lisible et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que s'il y a rebond, je pense que c'est là où effectivement il y a des achats qui peuvent être pris. Parce qu'ici, je vois bien la structure, la divergence. Je me dis, on fait le pullback, mais le pullback, généralement, peut nous tirer jusqu'à des 38%. Donc là, je vois qu'il y a encore un peu de place sur le DAX. Pour retracer, venir chercher typiquement, la vague 4 vient chercher la sous-vague 4 de degré inférieur. Donc là, vague 1, 2, grosse 3 qui atteint sa divergence. Normalement, ici, on vient faire les pullbacks. Maxi vers la zone 4. Donc là, tout indique, entre guillemets, un trading vers la zone ici des 11008 sur le DAX. Parce que c'est la zone théorique du pullback et tout ça, tout ça. Maintenant, est-ce que les ricains vont suivre avec la même punch que les Européens? Oui, bon, en sachant qu'encore une fois, c'est pas un mouvement haussier, c'est un mouvement donc de pullback, c'est-à-dire qu'on revient faire le plein de vendeurs. Donc normalement, c'est pas non plus la situation dans laquelle on s'euphorise en mode ouh super boule, tout ça, tout ça. Donc là, normalement, divergence égale pullback égale excès final, ce qui veut dire que ce qu'il faut payer, c'est pas ça, mais la cassure de ce support en excès. Donc normalement, c'est sous les 11003 que se trouve le signal d'achat DAX. D'achat, en tout cas de rachat et de réduction des positions vendeuses. Moi, je pense qu'on va essayer d'aller pousser jusqu'à ce support majeur vers la zone des 11 000. C'est là où ici, on avait bien créé des supports la dernière fois. Ça maintient toujours l'indécision avec donc éventuellement le contact ici dans ce contexte de support. Essayer de venir faire un dip là, voilà, par là. Alors là, on a le support horizontal, un premier. Là, on en a un deuxième. Voilà, donc c'est de dire, pour moi, c'est dans ces zones-là, proche des contextes. Pas pour tout de suite, hein, encore une fois, on peut très bien attendre début septembre. Maintenant, si on se chope des catalyseurs baissiers, il ne faut pas pleurer. Hein, voilà, et c'est surtout, je dis, si les ricains commencent à cracher, il ne faudra pas s'imaginer que l'Europe va s'arrêter là. Hein. Et l'Europe peut très bien, ici, annihiler totalement son pullback et faire ce qu'on appelle des consolidations dynamiques. Hein, autrement dit, ici, même si ça diverge, on maintient des creux sommets descendants et on continue de pousser. Donc, attention à ne pas anticiper forcément des hausses, en disant c'est bon, j'achète, les flux restent baissiers et il n'y a aucune raison ici que ça change. On est simplement en phase de divergence, c'est-à-dire qu'on a poussé fortement à la baisse et on digère. Voilà. Normalement, ça cause des retours du momentum vers la phase 0, mais normalement, ça se fait aussi sur le time frame où il y a la divergence, c'est-à-dire en 4 heures. 4 heures, on est déjà largement sur des momentum positifs, donc autrement dit, ici, on va vite retrouver des vendeurs, normalement sur les 38,2. Côté Chine, c'est là où ça devient intéressant. Alors intéressant, évidemment, je ne sais pas encore, mais on va voir. Là, ici, il y a des structures qui commencent à se préciser, mais j'ai l'impression qu'on reste sur des structures de range. Autrement dit, je pense qu'on a une impulsion, une phase ici un peu hésitante, avant, normalement, une dernière qui devrait nous tirer, au moins, sinon vers... Ou alors, soit on continue de dégrader comme ça à la baisse, en tirant de manière un peu aléatoire vers cette ligne de tendance, soit on continue de neutraliser, on met une deuxième grosse baissière, et ici j'essaierai de chercher des supports. Sur le Nikkei, c'est toujours très pas beau, enfin très moche. Là, c'est très mal orienté et encore une fois, on a laissé des gaps ici. Et dès qu'on revient les fermer, je pense que c'est direction à nouveau plus bas.
Et ça, évidemment, ça ne se fera que dans l'ensemble des flux baissiers des indices, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde reparte vers le sud. Le taux à 10 ans allemand, alors là, on a atteint des sommités de conneries, donc on est quand même allé pricer du moins 0,70, donc encore un nouveau record mondial de bêtises dans la macro-bulle de dette dans laquelle nous sommes. Donc toujours très inquiétant. Est-ce qu'on va réussir à sauver la mule jusqu'à l'expiration de septembre? Ça me paraît compliqué étant donné le jeu très très dangereux auquel on joue, qui revient en fait à tendre très 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 fort l'élastique et voir le moment où ça ne pète pas, où la Deutsche Bank n'est pas en faillite, où la Commerzbank n'est pas en faillite. Bref, on fait tout pour en fait espérer que l'Allemagne va pouvoir payer ses dettes et que ses banques ne vont pas chuter. Tout ça évidemment à rendement négatif, c'est n'importe quoi. Donc bref, pour l'instant, moi ça m'inquiète considérablement. Alors il y a évidemment un contexte assez pris sur la dette, c'est toujours évidemment les contextes de peut-être qu'il y a un QE, donc dans tous les cas la BCE va se ruer sur toutes les dettes allemandes qui restent. Donc autrement dit, elles vont encore monter. Enfin bref, donc voilà, c'est toujours pareil, des anticipations de choses qui ne se produisent pas encore, mais qui vont se produire parce qu'elles sont dans le paradigme. Toujours pareil, très gênant pour ma part, ce pricing sur le Bund, ça va très mal finir. C'est là évidemment que se situe tout le cœur du problème en zone européenne. Le problème de la dette et aujourd'hui donc de la dette allemande en priorité, qui risque en fait de se prendre une claque. Il faut savoir que le problème c'est pas nécessairement la dette allemande, c'est l'indexation de toutes les dettes en Europe sur la dette allemande. Le problème, c'est que si on a un crack, alors pas un crack, mais en tout cas un réajustement brutal des prix des Bunds, en savoir, on passe de moins 0,70 à 0,30, on se prend 100 points de base dans la gueule. Il faut se dire un truc, c'est que si on joue ce jeu, prendre 100 points de base dans la gueule, ça veut dire, imaginez qu'est-ce qui va se passer sur la dette italienne. Elle prend 250 points de base tout de suite. Alors peut-être pas 250, mais bref, si on réindexe la dette allemande, on réindexe tout le pricing de la dette en Europe. Et c'est là que ça risque de créer des problèmes. C'est-à-dire qu'immédiatement, des effets de réplication sur les autres taux, donc tension sur les taux égale toujours les mêmes, vont s'en prendre plein la gueule, les Grecs, les Italiens et les Espagnols. Et évidemment, il faudra éviter derrière que ça parte en couille. Donc tout le monde se dit, mais c'est pas grave, ça n'arrivera pas, puisque de toute façon la BCE est là. C'est pas le message qui a été envoyé la dernière fois, et de toute façon, la BCE, elle ne peut pas non plus forever passer sur du taux négatif. Là, il faut quand même vous rendre compte que là, actuellement, on price à moins 0,4. Le taux de dépôt, donc ça veut dire le Bund priceait ça au minimum. Là, on est parti à moins 0,70, c'est-à-dire que le marché a essayé de dire, on peut aller théoriquement jusqu'à moins 30 points de base supplémentaires. Sur les taux en Europe, il y a la liquidité, il y a la profondeur de marché, alors qu'il n'y a rien du tout. Et je vous rappelle que les bunds en circulation sont quand même très peu nombreux. Donc, en gros, on price une politique monétaire sur un actif illiquide, hautement spéculatif et qui bénéficie d'effets collatéraux, c'est-à-dire d'une demande forte, mais c'est surtout d'une offre très faible dont on bénéficie sur le Bund. Et effectivement, il faut faire très très attention à ces schémas-là. Ce sont pas des Ponzi, mais entre guillemets, les prix ici ne reflètent pas du tout la réalité ni le risque associé. Et évidemment, ça, quand on joue avec la dette, on peut jouer un moment, mais on ne peut pas jouer indéfiniment. Donc j'attends toujours le moment où ici, ça va partir en couille. Et je me demande où est-ce qu'on va aller clôturer l'expiration de septembre. Soit on va réussir à mourir ici, tout va bien et dans le meilleur des mondes, soit malheureusement, crise de la dette et on risque de retourner en territoire positif et on ne reviendra jamais dans cette zone-là, il faut bien le comprendre. Donc là, ce serait évidemment le scénario du pire, donc à savoir toute une expiration trimestrielle qui va chercher les creux historiques de la dette allemande. On n'ira jamais plus bas que ça, il faut se le dire. Ça restera probablement, on a marqué l'histoire en tout cas. Et si on ressort du territoire négatif, c'est probablement sous forme d'une panique sur la dette. Et là, évidemment, ça viendra s'ajouter à la guerre commerciale, qui viendra s'ajouter à tout le climat macroéconomique. Autrement dit, ça fera encore une fois une goutte de plus, sauf que je vous rappelle que quand on joue avec la dette, on joue avec beaucoup de choses et que les effets systémiques derrière sont assez impressionnants. Donc, pour l'instant, pas de raison de, mais je vous fais quand même signaler qu'ici on avait quand même des gros exits sur des zones techniques et qu'on fait, mais non mais on s'en fout, voilà, encore une fois, c'est de dire ici techniquement il n'y a aucune raison de rester vendeur. On a bien vu ici que de toute façon les schémas étaient absolument illisibles et paraboliques, bien les contextes n'arrivent pas à suivre rien du tout, donc marché émotionnel, débile, tout ce que vous voulez,
jusqu'au jour où on va revenir à la réalité et ça va faire assez mal. Bref, pour moi, un boon pour l'instant, c'est plutôt vers 0,30 que ça devrait rechercher. Et donc, il vaudrait mieux que dans le meilleur des cas, on fasse 0,30 et qu'on essaie de clôturer moins 0,50 avec donc une BCE qui réajusterait ses taux à moins 0,50, c'est-à-dire juste les moins 10 points de base que le marché anticipait et anticipe toujours. Donc c'est ce qui me semble le schéma le plus classique. Par contre, si c'est ça qui se produit, sur les boons, à mon avis, ça va claquer quelques slibars, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas vous attendre à ce genre de structure sur les boons, d'accord, hein, mais vous attendre plutôt à ça, c'est-à-dire, bon, je vais utiliser mes flèches, voilà, c'est-à-dire ici, cassure de support immédiate, hein, et derrière, évidemment, on revient essayer de coter les 175, mais on se dirigera normalement derrière vers un effondrement des prix du Bund. Tout simplement parce que j'ai dit, les prix ne reflètent pas la prime de risque. Je vous rappelle que dans le prix d'un contrat, si on décompose, par exemple, on dit, voilà, ça c'est le prix d'une obligation. Alors, on va dire, voilà, donc ça c'est son prix, d'accord, 166, ouais, 180 180 euros, d'accord. Donc on définit son prix par plusieurs choses, d'accord. Il y a évidemment le montant de la dette en elle-même, la prime de risque, ok, attends, on va y arriver, et les montants des coupons, les intérêts, d'accord. Donc intérêt plus risque, c'est la partie qui vient faire varier le prix du coupon, le prix de l'obligation. Donc là, il faut bien être conscient que la valeur de l'obligation, elle ne change pas, ou elle change très peu, il n'y a pas de raison que. Par contre, les seules choses qui changent, c'est la prime de risque et la variation des taux d'intérêt. Donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est de tirer les taux d'intérêt en négatif, de chez négatif, de chez négatif, de chez négatif. Donc évidemment, ça fait clairement monter le prix de l'obligation. Mais il ne faut pas oublier la prime de risque, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un risque qui est associé à une dette. Alors on nous dit toujours la dette d'État, c'est zéro et tout ce que vous voulez. Jusqu'au jour où, évidemment, quand une chose n'a pas son opposé, eh bien, c'est que tout simplement vous avez affaire à des schémas d'effondrement derrière. Donc oui, évidemment, les États peuvent faire défaut comme tout État, surtout que aujourd'hui, ils ne possèdent plus leur pouvoir de création monétaire en Europe. Autrement dit, l'État allemand peut faire tout à fait défaut et il n'a plus qu'à espérer derrière que la BCE imprime les bifetons. Mais si la BCE ne le fait pas, ou pire, si tous les autres États se mettent eux aussi à faire des défauts, là c'est embêtant. Alors je parle d'un scénario noir qui pour ma part n'a que très peu de chances d'arriver, mais je pense toujours qu'une crise de la dette en zone euro nous attend. Donc normalement, la prime de risque ici doit littéralement exploser. Et c'est là où malheureusement ça va coûter très cher, je pense, à nos obligations. Le... Hop, voilà, non, je veux l'effacer. Voilà. Casse-toi. Alors, Bitcoin, on a traité. Les 10 ans, oui, si, alors on va regarder. Donc l'inversion de la courbe de taux 10 ans, 2 ans, bon, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, d'une, c'est pas celle qu'on regarde le plus. C'est juste de constater qu'après l'inversion des courbes à 3 mois, qui sont déjà produites il y a plusieurs semaines, on atteint aujourd'hui l'inversion à 2 ans. Donc ça n'inquiète encore une fois personne. Ces signaux, certes, peuvent être interprétés comme toujours de différentes façons. Mais ce que je trouve marrant aujourd'hui, c'est qu'un signal bear, on arrive tout de suite et on vous dit non, mais attendez, un signal bear, c'est pas un signal bear. Il y a des moments dans l'histoire où ces signaux ont été bullish. Waouh! Donc rappelez-vous, c'est tout comme on l'a fait à l'époque sur le 3 ans, sur le 3 mois et le 10 ans. Ça ne veut absolument rien dire une inversion de courbe de taux. Le seul problème, c'est que quand ça se construit dans un contexte de tendance haussière mature avec une bulle de crédit, c'est plutôt mauvais signe. Ça annonce généralement des effets de crédit qui ne veulent pas nécessairement dire Black Swan et faillite de Lehman et des trucs comme ça. Ça veut juste dire que le crédit se tend. Et que quand le crédit se tend, généralement, les actions ont plutôt tendance à être volatiles. Et bon, c'est ce qu'on voit. Donc pour l'instant, ça reste en thématique actuelle. Si derrière on arrive à éviter l'effet systémique et que la volatilité se tasse, on pourra repartir sur des marchés haussiers. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que la volatilité, on fait tout pour la comprimer, mais qu'on n'y arrive pas, et qu'on risque de se taper le prochain shoot de volatilité d'ici peu. Ça, c'est ce que je maintiens. Gold et silver, alors là c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour moi, ça reste toujours haussier, et ça dépend de ce qu'on fait en début de semaine. Soit on revient chercher des supports, vers les 1400, allez, je pense qu'on cassera celui-là juste pour emmerder le monde, puisqu'on aurait dans ce cas-là des creux et sommets descendants. Donc, soit le schéma de cette semaine est celui-là, tac, on revient tester le canal de tendance, donc le canal de contexte horaire, et je pense qu'il y a un achat à faire facile en début de semaine, en milieu, fin de semaine,
D'accord. Et dans ce cas-là, même chose, les indices vont chercher au-delà de la résistance. Option numéro 2, le triangle. Et là, hop, rien de plus aux haussiers derrière, puisque je ne vois absolument pas un schéma ici de tendance mature. Mais voilà, peut-être ici, effectivement, une relance. On vient chercher les 1560-70, qui sont quand même un gros TP pour ma part. Et ici, on forme donc la première phase de divergence, où en fait, tout simplement, le marché ici commence à freiner. Voilà. Et quand ça freine, ici, on aura probablement des pullbacks vers les zones qu'on aura à côté là, donc les 1480. Et voilà. Je pense ici qu'on va y passer un petit moment. Sauf si ça part en quéquette à Wall Street, et là, dans ce cas-là, c'est débordement vertical des 1580, 80 et compagnie, là. Et alors là, ça veut dire on va chercher encore plus loin, et évidemment, là, il ne faudra pas pleurer si on part en sucette parabolique. Hein, c'est toujours pareil, le gold, il ne faut pas venir chialer. L'accumulation, elle est longue, le scénario est là, et l'explosion systémique est évidemment tout à fait possible. Si on a vraiment un risque systémique qui sort de là, je ne vous raconte pas le prix du gold, on franchira les 2000 sans aucun problème. Silver, c'est la même chose. Donc les TP que j'ai pris la semaine dernière sur ces raisons-là semblent ici se matérialiser. La divergence ici se crée. Si on forme la divergence, là évidemment c'est retour vers le support, mais on est sur du daily. Donc c'est plutôt Silver qui me semble plus faible que le Gold, on va voir, mais ici même chose, hein, une divergence, elle est toujours potentielle, elle est toujours absolument pas activée, et on a toujours cette ligne de tendance ici en soutien, c'est-à-dire que si là ça rebondit et qu'on forme un petit triangle et qu'on en sort par le haut, autrement dit ici triangle, même chose, et on en sort par le haut, et on va réaccélérer jusqu'à la zone des 20, et ça peut tout à fait corroborer avec une enfilade haussière du Gold qui déborde la zone des 1580. Donc faites très attention, si ça part en couille à Wall Street, toutes les portes sont ouvertes sur le risque. Ce n'est pas une résistance pour moi ici sur le silver, hein, on est bien d'accord. C'est une zone qui est effective, enfin si, c'est une zone de résistance, mais c'est une zone de résistance qui peut être franchie très rapidement, parce que la zone majeure, ici, a été constituée avec des supports ascendants. Donc normalement, la résistance, elle se trouve plutôt là, vers la zone des 20. Donc ça, c'est une résistance intermédiaire, dans un range qui a été coté pendant plusieurs années. Autrement dit, si on déborde ça en ligne droite, en mode what the fuck, faut pas venir pleurer. Pour moi, la divergence ici, c'est pas un signal à vendre, c'est un signal pour dire, ok, on prend 20-25% de profit et on réinjectera derrière. Voilà comment j'ai abordé le gold et le silver, et je suis personnellement toujours dans ces optiques-là. Donc toujours des flux clairement haussiers. Le WTI, je ne sais pas quoi en faire. Je l'ai dit, je ne touche toujours pas. L'eurodoll, c'est pareil. Voilà, les Américains, quoi. Ils foutent la merde. Bon, bref, la semaine dernière, on a quand même réussi à choper enfin une mèche basse en intraday sur l'euro-dollar. Est-ce qu'aujourd'hui, on colle la Morningstar? J'aimerais bien, à savoir donc trouver un euro haussier. On va avoir pléthore de catalyseurs cette semaine pour le Forex. Moi, ça me semble bien parti. Est-ce que ça me permettra de déclencher des stratégies haussières sur l'euro-dollar? En horaire éventuellement, mais vous voyez qu'on n'arrive toujours pas à se maintenir loin des canaux de contexte, donc c'est toujours des ranges, c'est insupportable. Donc j'attends toujours le moment où on casse tout ce merdier, donc je pense qu'on est toujours pour ma part dans des schémas d'accumulation en 4 heures, pardon. Hop, ici, hein, où on accumule dans le canal de tendance en 4 heures, 4 heures, 4 heures, jusqu'à ce que ici on vienne péter les contextes daily. Donc soit vous le faites comme vous voulez. Voilà. Moi je pense qu'ici les achats horaires en fin de semaine que je vous avais recherchés sont très bien. Si vous les avez, c'est impeccable. Moi j'ai renforcé un tout petit peu. Alors vraiment un tout petit peu. Et voilà, si ça valide en ce début de semaine, ça me paraîtra bien. La prochaine résistance, elle est là et je pense qu'on peut la franchir sans problème. Ici vous voyez qu'il n'y a que des zones qui n'ont pas été retravaillées, donc normalement à revisiter. Donc cette résistance et celle-là, une fois que ces niveaux sont franchis, je pense que c'est porte ouverte. Donc si on n'arrive pas à franchir le premier quand on vient chercher le support, moi pour ma part, les renforts de la semaine dernière, je les largue. Si on arrive à venir chercher le second niveau, qu'on revient tester les zones de support, je verrai si je prends un autre renfort. Si on arrive direct jusqu'à la troisième zone, clairement, je prendrai un renfort assuré sur tous les pullbacks qui seront produits, évidemment derrière. Si on franchit cette putain de résistance, c'est la tendance. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'espère qu'on arrivera à installer des tendances haussières en horaire et qu'on arrivera à former ces creux majeurs, faire une accumulation ici
et arriver à péter en tendance, là je serai le plus heureux des traders Forex. Bref, pour l'instant, c'est hésitant. La semaine dernière, le GBP a réagi, mais évidemment, en début de semaine, c'est l'inverse. Donc, ça fait mumuse parce que les ricains veulent surtout pas laisser leur dollar filer. Ils ont bien compris que si ça commençait, c'était la même merde. Mais il n'empêche qu'ici, on réagit sur des zones hebdomadaires et que je pense que ces zones, pardon, sur les zones daily hebdo, et je pense qu'elles vont tenir. À savoir ici, on fait joujou, mais vraiment joujou, alors qu'on n'arrive qu'à mettre 2 vagues de baisse en daily. Et je pense simplement que c'est terminé. C'est-à-dire que là, dès qu'on arrive à franchir une résistance, ça peut aller un peu plus bas, hein, il n'y a pas de souci. Mais ici, dès qu'on franchit, et je vois le signal validé en fin de semaine dernière sur une target, bon, c'est que de l'overload, c'est pas super bandant, surtout qu'on est déjà surchargé depuis un bon moment. Mais bon, voilà, si on squeeze et que ce squeeze se fait à la hausse, là, vous pouvez juste dire au revoir au dollar. Donc, je ne veux pas dire, mais euro-dollar, signal de raffermissement, GBP-USD, des signaux clairs de raffermissement en fin de semaine dernière et potentiellement une structure de renversement hebdomadaire. Donc si on devait démarrer un cycle hebdo haussier sur GBP-USD, que l'euro-dollar, lui, est juste en fait en train d'attendre depuis déjà plusieurs trimestres de trouver un signe de vie, très rapidement, la tendance sur le dollar peut s'initier. Ce qui m'intéresse, c'est comment les indices US vont y réagir. Donc j'ai plutôt envie de dire, tout est tout autour du dollar, encore une fois. Comment il va réussir à évoluer, je ne sais pas, mais si le dollar baisse, ça veut dire que le yen remonte. Et alors, si le yen franchit sa résistance ici, son support annuel ici, c'est toute la question. Voilà. Moi, je pense qu'on va aller les tester, ces niveaux. C'est pour ça que je pense qu'il reste des niveaux à les tester sur le gold, sur le silver, sur le VIX, sur l'USD yen. Les marqueurs de risque, pour moi, ici, ont encore de la place. Et je pense qu'on va y aller. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont réagir au franchissement de ces niveaux. Le support annuel de l'USD yen, les résistances du gold et du silver. Si ça fait un silver qui passe immédiatement de 17 à 20 dollars en ligne droite, un gold qui passe de 1005 à 1650, un USD yen qui passe de 105 à 100, alors pas 100, hein, mais on va dire à 103, 102, hein, si on arrive tout de suite dans des zones ici d'accélération très forte et qu'on vient tout de suite chercher les contextes hebdo, voilà, moi, ici, on pourra gérer le risque. Et ici, on pourra dire, ok, voilà. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça va donner sur les actions, un truc pareil? Si on vient faire ça, je vois difficilement comment notre pote, le S&P 500, va pas se retrouver là. Et une fois qu'on sera là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on continue vers la zone panique à bord 2000 sur le gold, le silver 35 ou des trucs comme ça, et l'USD-yen s'enfile, se prend une enfilade totale. Et encore une fois, tout ceci est dans le sens des tendances majeures. C'est-à-dire que l'USD-yen, s'il se pète la tronche ici et qu'il va chercher 87, c'est dans le sens des mouvements macroéconomiques majeurs de ces marchés. Première phase de baisse, triangle, deuxième phase de baisse. La deuxième phase de baisse sera comparable à la précédente qui nous a amené de la zone de 125, 130, enfin 125 à 105. Voilà, et donc de dire, si celle-là, elle doit nous amener de la zone de 112 à 92, je ne vois pas où est le problème. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc faites attention, encore une fois, pour moi, ces thématiques sont clairement mature, le nouveau paradigme objectivement ne fonctionne plus vraiment bien, mais tout le monde essaie d'imaginer que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour moi, il reste la cassure de ce support majeur à venir sur l'USD yen et les cassures de résistance sur gold et silver, et je pense qu'on attend en fait le timing. Donc pour du swing, je pense que les portefeuilles doivent toujours être orientés en faveur d'une prise de risque minimale, voire des prises de risque dans le sens contraire, à savoir des ventes indicielles et des achats d'actifs refuges. C'est comme ça personnellement que je maintiens l'orientation de mon portefeuille jusqu'à nouvel ordre, et je pense qu'il y a encore 3 à 6 mois de risque à venir, avec évidemment toute la problématique du mois de septembre. Octobre qui va arriver, où si on arrive à retrouver des flux aussi en septembre aux US, bravo, bravo, mais je ne suis pas certain que ça arrivera à sauver la mule pour les risques systémiques habituels du mois d'octobre. Pas systémiques, pardon, les risques de baisse et de prise de profit habituels de la fin d'année. L'AUD NZD. Alors là, ça continue de pousser, aucune raison de flipper. Si on considère ça comme un pricing, ce qui n'est pas mon cas, mais plutôt comme un rollover, dans ce cas-là, en daily ici, on a enfin des creux ascendants, d'accord? Ça fait extrêmement longtemps que ces contextes ne sont pas arrivés sur l'AUD NZD, à savoir la dernière fois que j'avais réussi à avoir ce biais acheteur, c'est quand on avait réussi à tenir ce support et qu'on avait attaqué ici.
Le marché, évidemment, n'avait pas réussi, hein, encore une fois. Bon, là, je vous laisse apprécier la maturité du contexte depuis. Hein. Donc là, cette zone, on l'a tellement traitée que j'ai pas l'impression qu'ici, on trouve une résistance. Maintenant, il faudra quand même faire attention. Mais si on ne trouve pas de résistance ici, derrière, c'est immédiatement là, puis là, puis là, et voilà. Et ça va très très vite. Puisque là, également, hein, on maintient toujours des creux ascendants. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ici, on ait échoué à franchir la résistance, on peut très bien réussir à partir de ce bottom-là. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, toute cette phase-là n'a servi à rien. Voilà. C'est-à-dire que là, d'un point de vue pricing, tout ça, c'est que du bruit. C'est des faux départs. Tout simplement, ça aurait pu partir et ça. Techniquement, pour moi, tout était là pour partir. Ça a reflué ici. C'est ce qui m'a d'ailleurs valu de souffrir à mort sur la UDNZD, puisque derrière, pour moi, ici, un marché mature avec un cycle haussier n'aurait jamais dû revenir tester ce support, et pourtant, il le fait. On revient tester le support, on me casse les couilles, on me pousse dans mes derniers retranchements. Pour moi, ici, c'était en or, ici, c'était en or, ici, c'était à payer, et on est venu me chercher jusqu'au bout sur la UDNZD. C'est quand même impressionnant. Mais bon, voilà, maintenant qu'on a retrouvé des cycles haussiers, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour imprimer la tendance ici. Donc, est-ce que ça se fera par un changement de paradigme central? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça se fera par qui que quoi que ce soit? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que normalement, ici, on a un flux haussier qui devrait se mettre en place et durer. Donc, je reste leveragé sur la UDNZD. J'attends bien évidemment toujours des confirmations pour ce faire. Et pour aller plus loin. Donc là, je suis exposé, moi, au max. Je n'irai pas plus loin tant que je n'aurai pas des confirmations. Donc des franchissements de résistance et donc des franchissements de résistance en daily. Je veux déjà qu'on s'affranchisse des 1,065 et j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à 1,08 pour pouvoir vraiment me dire que ça va. Les actions, on ne traite pas dans cette émission-là. On se garde ça pour vendredi. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Alors j'ai l'impression d'oublier un truc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'oublier un truc. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper? Non. Bon, sinon, au pire, je vous en parlerai dans Discord. Donc voilà, pour l'instant, donc pour moi, crypto, oui, mais avec beaucoup de prudence. Et peu d'exposition. Les marqueurs de risque, il faut voir comment ça réagit en fonction de comment réagit Wall Street en début de semaine. J'ai pas l'impression que ce soit boule. J'ai plutôt l'impression qu'ici on vient chercher des zones où ça peut vendre pour ceux qui ont des expositions faibles. Moi pour ma part, j'attends. Voilà, où je prendrai des petits trades intraday sur le S&P 500 cet après-midi en scalping. Mais c'est tout ce que je ferai. Si on est toujours sur cette zone cet après-midi, je pense que je rechercherai dans le carnet des ventes potentielles sur le S&P 500. Si on a déjà quitté ces zones-là et qu'on réouvre dans la partie haute du range avec un gap haussier à 29,40, là clairement je ne chercherai même pas de vente à Wall Street avant les zones qu'on a identifiées un peu plus haut. Mais ça me paraît encore une fois absolument pas nécessaire. Là on est bloqué par les sommets de 2018, sommet annuel de 2018, et je pense qu'on n'a aucune raison de devoir les déborder. Je vous le remontre parce que c'est vrai que c'était quand même important. C'est là la grosse résistance, c'est les 29,43, la zone résistante du plus haut de 2018, qui me laisse toujours à penser que ce qu'on fait en 2019, c'est d'essayer de sauver la mule, alors qu'on risque de finir là, c'est-à-dire cassure du plus haut et cassure du plus bas, mais avec clôture sous les plus bas de 2018. Et là, derrière, ça nous amènera inévitablement en 2020 sur une baisse assez sensible. Je pense clairement que 2019 restera une année négative. Pour ma part, je pense que les clôtures se feront plus bas. Ou en tout cas dans la partie basse de ces chandeliers. Et je pense que ça signera de toute façon une année 2020 plutôt mauvaise. Après, est-ce que 2020 sera une mèche basse? Ça, c'est très possible également. C'est-à-dire que si on baisse très fort sur le premier trimestre 2020 et qu'on vient chercher les objectifs acheteurs, je pense qu'on peut acheter ces dips sans trop de problèmes pour les traders de long terme, moyen-long terme. Voilà. Mais je vous rappelle mon schéma, pour moi, c'est la meilleure façon de faire comprendre les schémas d'investissement à des gens qui ne connaissent rien à la bourse. Rappelez-vous toujours d'une chose, si vous ne voulez pas comprendre la bourse mais que vous voulez juste gagner de l'argent à long terme, je parle d'investissement ici, pas de spéculation, retenez une chose, on achète la panique après le crack, c'est-à-dire dès que le marché perd plus de 30-40%, vous attendez que ça se calme un petit peu. Le flux de nouvelles ici est absolument cataclysmique. Tout le monde vous dit que c'est la merde et il faut commencer à faire des achats. Ensuite, vous achetez la première crise, la deuxième, vous vendez la troisième. Point barre. C'est la règle la plus simple pour
trader à moyen long terme. Donc ici, première crise, crise de la zone euro, crise chinoise. Aujourd'hui, c'est les Américains, ou appelez ça comme vous voulez, peu importe la crise. En fait, on s'en fout. Euh, Vous voyez qu'il y a une crise, vous voyez que les prix réagissent. Normalement, ici, vous cherchez à vendre, point à la ligne. Et évidemment, vous faites quoi? Vous attendez 40% de baisse. Et évidemment, vous recommencez le cycle. C'est-à-dire qu'ici, on recherche des achats, même si c'est la panique. Évidemment, on achètera la première crise qui suivra. La deuxième, alors première crise, vous attendez toujours la divergence, d'accord? 2015, encore une fois, c'était évident les prises de profit. Là, ici, et évidemment, dès que vous voyez que derrière, ça retravaille un petit peu, soit vous anticipez le retournement, comme moi j'ai fait, soit... Voilà, là c'est rare, hein, ce qu'on a effectivement ici aux US, c'est parce que Trump, fiscal stimulus, c'est parce qu'ils essayent de sauver la mule, hein, voilà. Mais pour moi, ça reste la troisième crise d'un cycle, très peu de chance celle-là, qu'elle ne procure pas des baisses relativement significatives. Voilà. À demain. Demain, on fera de l'intraday. Bye bye.